Si tu lis ce recueil, tu vas t'en prendre plein les neuils. Y en a pour tous les goûts, des plus sages aux plus fous, tu trouveras ton bonheur. Bonjour, ici Lucas Fille. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Alors aujourd'hui, on va vous parler de tout ce que vous avez voulu toujours savoir sur les extras de l'épisode 4. Tous ces trucs qu'on voit seulement si on fait pause ou qu'on est accro à Wikipédia, en fait, ils sont là. Ils sont tous là-dedans. Voilà. Et on passe un temps fou avec eux. Et des trucs qu'on ne veut pas savoir des fois même. Et des trucs qu'on ne voulait pas savoir, on vivait très bien sans. Et puis, il y a plein de trucs qui sont vraiment, vraiment sympas. Donc, voilà, on va vous parler de Star Wars from a certain point of view. Le premier, celui qui est consacré à l'épisode 4, donc, en sachant qu'ils en ont sorti un aussi pour les 40 ans de l'épisode 5. Et donc, l'année prochaine, vraisemblablement, on aura celui de l'épisode 6. Ouais. Alors, petit disclaimer, tu veux le faire, Claire, concernant une éventuelle traduction en français Oui, parce que c'est la première fois qu'on parle d'un livre qui n'a pas été traduit. Donc, effectivement, on a demandé à Lucille, mais que si ce sera traduit, ce sera possible. Et on n'est pas les premiers à l'avoir demandé. Et ce qu'elle m'en a dit, effectivement, ça n'est pas un secret. Du coup, elle m'a autorisé à le dire. C'était que il n'y a pas de projet de traduction. Donc, si vous voulez vous mettre à cet ouvrage, soit vous écoutez ce qu'on va en dire, soit vous mettez sérieusement à l'anglais. Parce qu'effectivement, pour l'instant, les lecteurs purement francophones vont rester sur leur faim. C'est bien dommage. Alors, la raison que m'a donnée Lucille, c'est parce que, comme vous voyez, ce sont des pavés. Bon, même si là, j'ai la version 2, mais c'est le même principe, parce que l'idée, c'est 40 nouvelles pour les 40 ans. Alors, tu peux que espérer qu'ils fassent ça plus tôt pour la prélogie, comme ça, il y aura moins de nouvelles. Ce sera peut-être pas gros, mais ceux qui attendent 40 ans à chaque fois, je peux te dire, Aurélie, je ne sais pas quand on aura les histoires sur la postlogie, quoi. On sera pas faudra me les lire avec une planche Ouija, je pense. Pendant la version audio, tu vois, ce sera très bien. D'ailleurs, il y a un audiobook pour ce livre. Donc, c'est vrai que si vous préférez les écouter, c'est possible. En plus, il y a des narrateurs différents, il y a des lecteurs différents pour ce livre. Et donc, c'est trop gros, ça coûterait trop cher d'après Lucille en traduction, parce que c'est vrai qu'on se gave quand on est traducteur. Donc, ça coûterait trop cher. Ils ne sont pas sûrs, en fait, de pouvoir le rentabiliser avec le public qu'ils ont. En dehors du fait qu'en plus, dans sa collection, Lucille, c'est 7 romans Star Wars par an. Donc, de toute façon, il y a un créneau assez limité. Et il y a déjà toutes les séries à terminer. Et alors, peut-être que si vous réclamez à corps et à cri en disant si, on est nombreux, on veut lire, peut-être que c'est jouable. Mais comme pour l'instant, ils ne sont pas sûrs, voilà, c'est mort, quoi. C'est mort pour l'instant. C'est vrai que c'est un format un petit peu particulier parce que c'est donc un recueil de nouvelles. Je sais que le dernier Luke Skywalker, qui est Légende là, de Ken Liu, qui est sorti chez Pocket il y a 1 an ou 2, c'est un recueil de petites histoires aussi, mais c'est plus pour du YA, etc. Et il voulait vraiment le sortir. Là, on est, comme tu l'as dit, sur 40 nouvelles de longueur variable, bien évidemment, mais il y en a certaines qui sont quand même très très longues, donc ça représente quand même c'est un pavé. Hein. Et potentiellement, le public habituel qui achète le Star Wars chez Pocket ne sera pas attiré par ce genre de contenu. Donc, je comprends que pour un éditeur, ce soit un risque, un gros risque de faire un flop et de perdre de l'argent. Et voilà. Je suis pas sûre, parce que de toute façon, à part un fan inconditionnel de Star Wars, qui va aller s'aventurer là-dedans? Parce que comme tu l'as dit, aller chercher alors les silhouettes, tu vois, les trucs, là, les noms, alors nous, on préfère les appeler par des sobriquets, tu vois, quand on a le morse, là, ou la tête de bite, ou les machins, ou les trucs comme ça. Mais bon, ils ont des noms, puisque grâce à Wikipédia et toutes ces cartes, machin, collector, et tout ce qu'ils ont pu sortir après, alors voilà, Ponda Boba, machin chose bidule, t'as droit au nom derrière, super. Donc, si t'es pas un fan, de toute façon, tu vas pas l'acheter. Donc, du coup, les fans inconditionnels, forcément, ils vont l'acheter pour savoir ce que faisait à telle heure, à tel moment, précisément, dans le fond, et ce que pouvaient penser ces personnages. Alors, tu parlais des questions de longueur et de diversité de longueur, etc. C'est vrai qu'il y a une diversité de genres aussi qu'il faut mentionner. Alors, à mon avis, ça pourrait être plus. Alors, je n'ai pas encore lu le Empire Strikes Back là, que tu m'avais d'ailleurs gentiment offert. Ah voilà, c'est ça, je garde pour l'instant, tu vois. Pareil aussi.
J'avais J'en peur suis de pas mêler les encore là. crayons avec celui-là aussi, même si on est sur Ah, deux timelines différentes. mais c'est vrai que là, au niveau des genres de ce qu'on peut avoir, il y a des formats donc de nouvelles, comme tu as dit, ça peut aller de quelques pages à des choses beaucoup plus longues. Il y a une illustration, puisqu'il y a Jeffrey Brown qui fait les aventures de Vador avec pas de Luke avec son papa Vador et Leia avec papa Vador. Donc, Voilà, ça se présente comme ça. Ça doit être pareil sur la version numérique, non, je suppose. oui, À oui, oui, chaque début de ouais, nouvelle. ça, c'est les petites images, mais tu cherches le Jeffrey Brown, c'est ça? Oui, Voilà. ça, c'est l'illustration, mais il y a un chapitre qui est illustré par Jeffrey Brown Oui, où tu as c'est ça, juste c'est juste une une vignette. illustration. Je vais vous le Voilà, retrouver. c'est ça. Et il y a Ian Dousher qui participe. Donc, c'est celui qui a refait. Un jour, il faudra probablement qu'on le fasse au book club. Et ça n'a pas été traduit non plus. Et je sais que Lucie aimerait beaucoup que ce soit traduit, mais elle n'est pas convaincue que ça va nécessairement se vendre. Donc si vous connaissez, si vous avez vu passer, Ian Dousher a refait voilà l'illustration de Jeffrey Brown que j'avais rencontré à la célébration, qui m'avait dédicacé Ah, pour la ma classe! Ouais, il a dédicacé, je vous le montrerai vers la fin, il avait dédicacé son petit bouquin que j'avais acheté pour ma fille. C'était super mignon, il était très gentil. Voilà, c'est juste, fermons la parenthèse. Donc oui, donc Ian Dousher qui a fait les versions shakespeariennes de Star Wars. Alors je pense qu'un jour on le fera forcément, ou on en parlera peut-être quand on fera enfin Star les Wars et Shakespeare. et probablement, ça sortira un jour dans le book club parce que ça peut être rigolo, mais on ne sait pas encore sous quel format ou comment ça fera. Donc, il y a aussi ce qui pourrait être du théâtre, du coup, puisque c'est un extrait c'est un monologue, le monologue de Palpatouche. Donc, c'est indispensable. Voilà. Dans un anglais, imitation anglais du 16e, Oui, avec Thou art, machin et tout. voilà, le monologue à la Oui. Iago, tu vois, typiquement. Enfin, c'était voilà, pas n'importe quel méchant. Donc, il y a du théâtre, donc il y a cette illustration. Il y a des choses qui sont écrites à la première personne, et puis des choses, ça s'appelle d'un certain point de vue. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir 40 points de vue de personnages plus ou moins connus, certains qui voilà, que tu peux identifier, puis d'autres, je savais même pas qu'ils étaient à l'arrière-fond. Hein, donc, il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui sont piochées dans d'autres films ou dans d'autres choses de l'univers étendu. Et puis, il y a beaucoup de non-humains. Alors, pour une fois, c'est intéressant parce que c'est la première fois que tu as les points de vue de non-humains et même de droïdes. Et donc, du coup, il y a des choses qui sont première personne, mais il y a des choses qui sont également vues du point de vue, mais à la troisième personne du singulier. Je trouve qu'ils auraient pu aller aussi plus loin en intégrant de la chanson ou du poème. En termes de genre, je trouve que c'est quelque chose qui... Alors peut-être que ça apparaît dans l'Empire, dans The Empire Strikes Back, peut-être que ce sera dans le Retour du Jedi, peut-être qu'on aura Nub Nub, tu vois. Il pourrait y avoir plus d'effets d'aliénation, justement avec le genre poétique, tu pourrais carrément partir sur même un autre langage, et je dirais que bon, finalement, je me positionne déjà un peu par ça. C'est peut-être le seul regret que j'aurais. Mais sinon, tu as cette vraie grande diversité. Peut-être pas le seul regret. Mais c'est un des grands regrets, c'est qu'ils auraient pu aller un peu plus dans un phénomène d'aliénation et de folie douce, si tu veux. Peut-être ça. Oui. Ils sont restés relativement raisonnables. On n'est jamais perdu par rapport à la timeline, etc. Il y a pas mal de... Il y a des lieux emblématiques et des unités, des unités de lieux et de temps qui se retrouvent dans beaucoup de nouvelles. On passe un temps fou dans cette putain de cantina de Moses Slem. J'en n'en pouvais plus. Ah, mais brûler la cantina, quoi. Oh, putain! On va rester sur les Tatooine. Ah la vache, mais ils les ont tous passés en revue, ils ont tous... alors qu'on passe du temps sur Guido. On passe du temps sur Guido, sur le barman qui fait la gueule, sur machin. C'est bien parce que eux, on les identifie, effectivement, c'est bien d'avoir de la backstory pour eux. Ou sur le traître au long nez, machin, qui vend la mèche aux impériaux, qui retrouve le Faucon Millenium et nos loulous qui se sauvent de Tatooine à tout berzin, mais on passe un temps fou dans cette cantina. Moi, c'est le seul truc. Il y a une seule nouvelle que je n'ai pas finie. J'ai commencé, j'ai fait, non, vraiment, là, j'en peux plus, je m'en bats les ovaires. C'est l'histoire de la bite. Non, la bite, je suis restée avec, ne serait-ce que par respect pour toi. Non. Non, c'est laquelle? Moi, je te dis tout de suite, il y en a que j'ai vraiment lu en diagonale, c'est les pilotes. You Mean Ride.
Moi, les pilotes, j'en ai rien à secouer. Hein. Je ne vais pas vous Bah, surprendre. les Wheels, celui sur les Wheels? C'est vrai, c'est Lewis qui t'a zappé? Ah non, du tout. Non, non, Ah non, 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 non. les pilotes! Non, non, mais Willis, j'ai bien aimé. Non, moi, c'est toute l'attaque l'attaque de l'étoile de la mort. Il y a des histoires avec des pilotes. Et là, les Oui. pilotes, j'étais pas dans le cockpit avec eux. Hein. Ah, J'ai moi, zappé. si, alors, contrairement à toi, j'y étais à Ah, fond, super. à tel point que je me suis remis la scène de l'attaque, donc la scène étendue, hein, celle qui est disponible sur Disney+, de l'attaque de l'étoile de la mort, Oh mon parce Dieu! qu'il y avait plein. Maintenant, je fais ah oui, ça y est, je suis déguisée. Ah oui, Et tu noteras qu'ils n'ont pas mis le point de vue de Porkins. Ça aurait été mieux. ça aurait été mieux, ils n'ont pas osé. Déjà, ils l'ont appelé Porkins. Justement, ils auraient pu lui prêter une voix au moins une fois dans sa vie de personnage de Non, fiction. Je veux dire, même ils ont pas bien eu. laissé parler Bérou, la tante Bérou. Ça m'a fait plaisir. Oui, on y reviendra. Parce que j'ai des Ouais. choses à dire dessus. On passe beaucoup de temps aussi avec les impériaux. Et ça aussi, ça m'a fait plaisir parce que, donc déjà, il y a les. Moi, j'ai adoré la nouvelle du Stormtrooper qui pète un câble sur Tatooine. Oui, oui. Celle-ci, elle est vraiment géniale. Et on passe du temps aussi dans l'Étoile de la Mort avec divers impériaux qui interagissent de différentes façons avec notre mission de sauvetage de la loose, là. Ça, Et, c'est avec la différence de genre aussi. Quand je parlais, ouais. il y avait aussi il y a des rapports administratifs. Et il Oui, y a c'est aussi ça. du codage de droïdes. Et ça, je pense que c'est une nouvelle que toi, tu as appréciée, mais que moi, Avec pour le mon coup, droïde souris, ouais. moi, non. À lire, c'est pas possible. Mais c'est bien qu'il l'ait Oui, mise. Mais voilà, quand je parlais des effets de langage, peut-être que c'est la seule qui a vraiment, la seule nouvelle qui ose faire un truc où tu te dis, sérieux, c'est moi, pas lire du c'est dur de binaire, quoi. rentrer dedans. C'est très, très Oui, dur de voilà. rentrer dedans. Pas rentrer, mais je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait parce que Ouais, justement, tu t'attendrais à avoir ça. Et pour le coup, peut-être que ça va pas être ta tasse de thé, mais je pense que c'est indispensable, ou en tout cas, c'est pas la mienne, mais c'est indispensable d'avoir ce genre d'effet, je pense, dans ce type de roman ah, collégial. complètement. Ah oui, 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 je suis d'accord. Parce qu'il y a certaines espèces d'aliens où finalement, ils résonnent comme des humains. Même culturellement, tu sens qu'ils sont proches des humains, donc tu n'es pas complètement aliéné. On refait un coucou, quoi que je dis, on refait un coucou, il a écrit Kenobi après, mais on découvre Œil Broché dans un espèce de rite initiatique qui est rattaché au moment où Luke est attaqué et sauvé par Obi-Wan donc dans l'espèce de canyon, là. Et donc, c'est un premier aperçu chronologiquement par rapport aux publications de la culture des Tusken. Et Dieu sait si on en sait de plus en plus grâce aussi à Boba Fett, hein, au livre de Boba Fett, mais on y reviendra dans l'émission dédiée. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais on n'est pas toujours suffisamment désorienté, déstabilisé. Je te dirais que finalement, c'est la Dianoga, moi, qui m'a le plus... L'écriture est vraiment d'un autre monde. Alors, je ne sais Ah pas si oui. c'est lié au fait que l'autrice est d'origine africaine et que du coup, elle a amené des éléments de sa culture aussi qu'on ne connaît pas bien. Ce qui fait que du coup, la Dianoga nous paraît encore plus Ah bah, la Dianoga, c'est la star. loin Hein. de nous. Mm. Mais ouais. Et puis ça reste une de nos nouvelles préférées. Elle est Ah vraiment. Et en termes oui. Parce qu'après, d'écriture, il y en a plein que j'adore, mais c'est vrai que celle-là, elle est tellement inattendue sur un personnage tellement inattendu. ah ouais. J'avais mais rien à secouer et c'est vrai que on en parle depuis le début toutes les deux et tu l'as enfin lu celui-là et moi Ah oui. j'étais épatée par cette nouvelle-là, oui. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur les auteurs, on n'a pas reprécisé, donc il y a 40 auteurs, il y en a certains qu'on a déjà abordés dans le book club puisqu'il y a leur brochette Il habituelle. y en Enfin, a en tout cas, plein, oui, qu'on il y a leur connaît déjà, en fidèle. Il y fait. en a Hein. pas mal, ouais. Et ceux-là sont ceux qui, bah voilà, on est confortable avec eux, ils maîtrisent Star Wars, ils ont déjà écrit dessus. Enfin, et tu le sens parce que ça fait partie, moi, tu vois, j'ai fait pareil. Je sais pas si tu as fait comme ça, mais moi, sur les 40, j'ai une liste là de ceux qui m'ont plus marqué et que je préfère. Ah oui, oui, Et, pareil. et donc voilà. Et donc souvent, ben, je constate que dans ceux que j'ai relevés, c'est souvent les auteurs ou les autrices dont on discute sur la chaîne et qu'on a en stock dans Mm. nos bibliothèques, etc. Par Ouais. contre, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont invités, qui sont là de manière. Alors, est-ce que c'est un moyen pour eux de tâter s'il y a du potentiel pour après les recruter pour autre chose? Tu vois, j'en sais rien. Parce que c'est un peu comme ça qu'ils font quand même.
d'autres qui sont venus parce que c'est des fans ou machin, ils ont tenté le truc. Je sais pas comment ça s'est fait ce process, mais c'est vrai que alors il y a quelques bonnes surprises et puis il y en a, ben voilà, ça marche pas forcément, c'est pas mémorable, c'est pas. Est-ce que ça tient? Est-ce qu'ils ont pu choisir leur sujet? Est-ce qu'on leur a attribué un sujet? Il y en a qui sont complètement évidents. Tu vois, par exemple, Claudia Gray, qui se retrouve avec Maître et apprenti, et elle fait le roman qui s'appelle Maître et apprenti. Donc là, déjà dans les clous. Jackson Miller, pareil, il parle des Thespiennes et il a enchaîné sur Kenobi. Donc, c'était déjà un projet pour eux à ce niveau-là. Par contre, Mur-Lafferty, par exemple, dont j'ai beaucoup apprécié la nouvelle, Not for Nothing. Donc, ça, c'est la nouvelle qui explore un peu la dynamique du groupe de Beat, justement, qui joue dans la cantina. Rien à voir avec la novélisation de Solo qui arrive plus tard, tu vois. Donc, non, mais elle se retrouve toujours avec les trucs un peu particuliers. Quand même. Oui, c'est vrai, ouais. C'est pas aussi particulier que l'autre nouvelle là, sur l'instrument de musique, là, où là, moi j'étais au bout de ma vie sur celui-là. C'est pas celui que j'ai préféré, ouais, effectivement. Et quand tu regardes après sur tout ce qui est les pilotes et vraiment le découpage, l'exploration de toute la partie liée à l'attaque de l'Étoile de la Mort, tu as quand même Jason Fry, Greg Rucka, Alexander Freed, qui maintenant écrit, il a écrit un Battlefront, le Twilight Company, et il écrit les squads Alphabet, l'escadron Alphabet. Donc, les mecs dans leur cockpit qui font sauter des trucs, il maîtrise. C'est peut-être pour ça qu'il est là aussi à l'attaque. Je n'ai pas vraiment hâte de le lire quand tu me dis ça. Alors, moi, j'étais à fond dans le cockpit, mais comme tu l'as déjà remarqué à plusieurs reprises, j'adore les films de guerre. Donc, voilà. C'est logique. Tout s'explique. Moi, le truc sur Palpatine, c'est pas la barrière de la langue du XVIe siècle, ça ou simili. C'est Palpatine. Voilà, c'est vraiment, je m'en bats de Palpatine. Je m'en contrefous de Palpatine. Il était là, genre, dans son espèce de dialogue de méchant ultime. Ouais, je sais. Disons que Palpatine n'était pas à sa place dans cet épisode, dans la mesure où on ne le voyait pas, on n'entendait pas parler de lui, il n'était pas mentionné. Mais là, c'est le côté, et ça peut être ce qu'on peut reprocher à ce projet qui est sympa, hein, mais c'est le côté bouche-trou après. Et c'est un danger aussi de ça. C'est-à-dire le côté, on va absolument raconter tout ce qui se passe à tel moment, ce qu'il faisait, etc. Et donc après, ça risque de... Alors bon, cela dit, la mère dont gère leur canon, hein, on sait très bien comment ça se passe, hein, mais... C'est-à-dire, oui, c'était bien la peine d'effacer le précédent si c'est pour refaire les mêmes conneries. Hein, c'est ça. Donc là, en fait, ils se remettent dans des situations potentiellement problématiques parce que voilà, tu enfermes les personnages dans un truc quoi, précis. Et est-ce qu'on a besoin d'avoir tous les bouches-trous de machin, de savoir qui faisait quoi? Parce que c'est vrai que des fois, il y a ça aussi. Il y a le fait de remettre des allusions à des personnages qui, a priori, n'existaient pas. Ça, à la limite, c'est un point que j'avais bien aimé dans le dernier, celui a mentionné, celui des Wills, le tout dernière nouvelle. Moi, je l'aime bien, qui est très méta. Oui, oui. Elle est excellente. Elle est très drôle. Parce que tu as ça aussi, on parlait des diversités de genre. C'est vrai que tu es sur la tragicomédie Star Wars, dans le plus pur respect de ce que c'est Star Wars, c'est-à-dire du what the fuck, que tu passes d'une blague complètement potache à des considérations plus philosophiques. Et donc ça, du coup, tu le retrouves tout à fait dans les nouvelles. Alors c'est vrai que du coup, ce livre, c'est dommage qu'il ne soit pas traduit, encore une fois, désolée Lucille, c'est pas parce que je veux le traduire. mais des questions existentielles qui ne sont pas posées dans les films, en fait, tu vois. Les ramifications de la destruction de l'étoile de la mort, les ramifications d'un certain nombre de choses, ou de l'assassinat des Lars, en fait, tu en sens les remous dans la vie des personnages ultra secondaires hein, qui sont dans ces nouvelles, en fait. C'est ça qui est vachement bien. On ne s'est jamais interrogé sur pauvre Dianoga, où est-ce qu'elle se cachait quand le trash compactor se refermait, enfin, ce genre de conneries. Voilà, il y a des gens qui se posent des questions, justement, à ce côté-là aussi, qui est des fois de répondre à des questions que les fans posaient, tu vois, de vouloir absolument... c'est ce qu'on peut voir maintenant dans des séries comme Le Mandalorian ou Boba Fett aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des théories de fans qui sont validées ou invalidées par ce genre de choses. Donc, c'est un peu le danger de ça.
J'ai toujours pas retrouvé ce que je voulais dire. Mais je trouve que effectivement, alors le côté bouche-trou, Easter eggs, ça a le don de nous agacer quand c'est du fan service gratuit. Il y a certaines nouvelles dans ce recueil qui, à mon avis, tombent dans cette catégorie, mais il y en a aussi plein d'autres que j'ai trouvées vachement pertinentes en fait. Et je te dirais que moi, ce qui m'a le plus, alors pas déstabilisé, parce que des recueils d'auteurs différents, j'en ai lu plein, si tu veux. Même si c'est vrai que le format le plus fréquent, c'est un recueil de nouvelles par le même auteur. Il y a des novellistes qui font que ça, en fait. Voilà. Là, c'était la différence de ton d'une nouvelle à l'autre, parce qu'elles sont quand même classées dans l'ordre chronologique de la timeline de l'épisode 4. Tant mieux d'ailleurs, hein, pour un souci de cohérence. Et parfois, ça se recoupe. Donc, tu sens qu'ils ont dû bosser ensemble, notamment sur cette putain de cantina où tous les personnages, ou presque, ont droit à leur histoire. À un moment donné, forcément, ils se croisent au bar pour demander une mousse, tu vois. Ça m'a un peu gênée de passer d'un ton à l'autre, d'une nouvelle que j'ai adorée, un truc où je m'y attendais pas, à d'autres, ouais, mais là, ça, en c'est fait, le je m'en problème foutais. des recueils de nouvelles, c'est-à-dire quand tu es au RIG, comme un recueil de poésie, tu n'es pas censé le lire dans la continuité. Et comme on est dans une continuité de film, comme tu l'as dit, on vrai qu'on serait assez tenté de le faire, on va le lire dans la continuité. Donc, du coup, le conseil serait de ne pas le faire. C'est vraiment de prendre son temps, de peut-être de laisser distiller entre chaque nouvelle. Sais rien parce qu'effectivement c'est pas et c'est logique que tu sois pas dans dans le même ton parce que ce qui est tragique pour l'un peut être un moment comique pour l'autre. T'as des morts de personnages qui l'ont pas vu venir des fois donc ouais, t'as vraiment cette différence, elle est logique, elle est complètement logique entre un type qui traîne effectivement avec une mousse à la cantina, un troufion de base et puis donc effectivement des personnages qui sont sensibles à la force qui peuvent être remis là-dedans, c'est pas la même chose. Ce qui était intéressant aussi dans cette histoire de point de vue, c'était le fait qu'on voit nos personnages principaux à travers les yeux de personnages secondaires, notamment Luc. Alors, Franchir, Lucas. Luc, il prend cher. Luc, il prend cher parce Le pécor blond, là, le petit merdet, encore le lait bleu qui à lui un moment, coule. on le prend pour une fille, surtout. Et moi, j'étais bidonnée sur celui-là, où tu as l'autre qui dit, oh là, il y avait une donzelle qui est arrivée dans le bar, et tout le monde voulait se la pécho. Et c'est ça qui est chouette, c'était cet effet d'élimination-là qui est, ah, mais en fait, il est en train de parler de Luc. Mais c'est totalement logique, si tu veux, sur un non-humain qui peut-être fait pas de différence de genre, parce que peut-être qu'il n'y en a pas dans sa... Dans Et son donc, pour espèce. lui, voilà, donc il va arriver un truc chevelu, un peu joli, et puis qui lui semble faible, qui ne correspond peut-être pas à ses critères de masculinité. Et alors là, je me suis dit, ça a dû être dur pour certains fanboys de se payer ça, certains fans de Luc aussi, de se lancer le côté... Je trouvais ça chouette, personnellement. Ouais, je trouvais ça osé aussi. Une donzelle qui est arrivée avec son papy qui se la surveillait et tout. On était à deux doigts du vieux qui vient vendre sa petite fille au bordel, tu sais. Un mariage arrangé, tu sais. Tu voyais Ça, c'était bon, ça. repartir dans la chaise à Sedan, tu sais, ou finir en costume de vendu à Bib Fortuna pour les plaisirs. Allez, là-bas. Il voit débarquer le truc, il dit mais attends, mais c'est pas une gonzesse, mais qu'est-ce que tu m'as refilé? C'est vrai qu'il y avait des trucs comme ça qui étaient assez drôles. Ou alors, tu avais le côté ajouté au charisme d'un personnage. Par exemple, Leia n'a pas eu droit à ce genre de traitement. C'est-à-dire que par son courage et sa résilience, parmi les Stormtroopers ou les bras droits de Vador au moment où Alderaan est détruite, elle convertit quelqu'un à la rébellion. En fait, elle convertit ce mec à la rébellion. Parce que c'est ça aussi qui était bien, c'était de voir que la destruction de la planète, déjà tu la vois du point de vue de Brea et Bail Organa, qui étaient dessus, hein, voilà. Et tu vois tous les remous que ça fait, les quatre consciences au sein des membres de l'Empire, les gens qui étaient sur l'étoile de la mort, en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que d'une manière générale, j'aime bien quand on a des histoires du côté des impériaux, parce que, ils n'ont jamais de voix au chapitre dans les films. 2, c'est toujours bien d'avoir un deuxième point de vue. Et puis, voilà, on est en plein dans les questions de point de vue. Et de voir aussi leur changement d'allégeance, parce que pour eux, à un moment donné, trop, c'est trop. Et ils n'ont pas été brainwashés autant qu'on voudrait nous le faire croire, en fait.
Donc, par exemple, l'exemple de ce mec, un des bras droits de Vador, qui, en voyant le courage de Leia, et lui, il a capté qu'elle avait menti en disant non, mais en fait, les rebelles, ils sont sur Dantooine. Il dit, mais attends, ils se sont forcément rendus compte qu'elle avait menti pour sauver sa planète. Ah non, ces connards, ils s'en sont même pas rendus compte. Donc, en plus, Vador et Tarkin passent vraiment pour des bolos aux yeux de cet homme-là. Et il devient un rebelle dans l'âme. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Et puis, ça étoffe le personnage de Leia parce que c'est vrai qu'elle est prisonnière, la demoiselle en détresse, pendant un certain temps dans l'épisode 4. Mais en fait, on oublie qu'elle a du charisme, que c'est souvent elle qui fait les pep talks. Ce sera peut-être montré le briefing dans le volume sur l'Empire contre-attaque. Quand elle dit aux pilotes, bon allez, alors on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, tous dans vos cockpits et c'est parti. De toute façon, elle est bien perçue comme ça par notre copine Omi, la Dianoga, qui dit alors attends, quand elle sort sa tête de l'eau, elle dit alors il y a 3, tiens, et il y en a un qui me plaît bien, là, voilà. Et puis oh là là, la femelle, j'ai pas intérêt à m'en approcher, c'est celle-là, elle va me mettre la misère, elle est dangereuse, donc je vais éviter la femelle, quoi qu'il arrive. Donc ouais, non. Oui, Leia est bien représentée là-dedans, c'est sûr. Ouais. Ouais, non, c'est même pour la séance de torture, le mec qui arrive pour la torturer et tout aussi avec Vador et puis le robot avec son aiguille. Pareil, lui, il a un changement de vue sur l'événement. Bon, c'est sympa en termes de lecture, mais c'est vrai que c'est peut-être dommage, c'est justement d'arriver à trop donner de la caractérisation à des personnages qui devraient être justement des personnages. Tu vois, le fait que les Stormtroopers, ils étaient finalement. C'est pour ça qu'on les a masqués, que machin, que la voix était. Enfin, il y avait une raison de le faire, si tu veux. Ça devait être complètement anonyme. Et finalement, ça enlève un peu au moment où tu as Finn qui enlève son casque, et ça peut avoir comme importance, parce qu'il y a cette scène qui est plus ou moins refaite, là, qui est refaite d'ailleurs dans ce recueil de nouvelles. Je trouve que quelque part, c'est un peu dommage, parce que ça finit par galvauder un certain nombre de choses en symbolique. Alors, ça aussi, ça va dans les inégalités de ton, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui servent clairement à rien, qui sont du what the fuck total, ça n'apporte rien. Alors, peut-être que ça peut dire. Enfin, après, c'est une question d'appréciation personnelle et tout, hein, mais je veux dire, encore une fois, ça n'a pas beaucoup de profondeur, pas beaucoup d'intérêt, ça ne va rien changer à l'histoire ou à ce que tu penses du truc. Et puis à côté de ça, comme on disait avec le côté de trucs philosophiques, etc., tu as des choses qui sont extrêmement chiadées sur le plan symbolique, avec des choses extrêmement bien fichues, quoi. Et qui, bon, du coup, pour le coup, ça apporte, ça enrichit l'histoire. Je suis pas sûre que, tu vois, les anecdotes du style, j'ai envie de dire un peu à la Mark Twain, si tu veux, tu vois, le côté, les histoires de grenouilles et de machin, et d'histoires de bar, enfin, tout le côté, effectivement, des petites gens, je dirais pas que c'est inutile, parce que c'est toujours important de raconter des histoires de raconter des petites gens qui n'existent pas, hein, qu'on soit très clair, ça ne va pas servir le propos d'aucun historien, cette histoire, c'est d'histoire fictive. Et là, pour le coup, je trouve que ça risque d'enlever à la mystique, et c'est tout le danger de toutes ces séries-là qui se mettent sur Disney+. À chaque fois, j'ai toujours un peu d'appréhension. Est-ce que ça va boucher comme trou, et est-ce que ça va tirer comme... voilà. À force de vouloir absolument ancrer dans le réalisme la série, ou Star Wars, je trouve que finalement, ça enlève du conte de fées, ça enlève de la magie, et ça enlève de la portée universelle, je trouve. C'est toujours le danger, à mon avis. Oui, c'est vrai. Du coup, il y a vraiment ces deux familles de nouvelles, je suis d'accord avec toi. Celles qui vont vraiment poser des questions philosophiques, de conscience, qui vont faire réfléchir, ou qui ont un côté mystique quand on aborde la force, par exemple, Maître et apprenti. Moi, ça m'a donné envie de lire le roman de Claudia Gray. Pourtant, c'est un pavé aussi. C'est un teaser. C'est un teaser, tu vois, c'est une mise en bouche. Et puis, des personnages improbables qui ont une importance phénoménale, comme un Jawa au début. J'ai adoré cette nouvelle du Jawa, sans qui rien n'aurait été possible. Pareil pour le robot rouge, qui pète une durite, mais finalement, Luc, il dit à son oncle, non, finalement, prendre le bleu, là, le bleu, il est bien. Donc, il y a des vraies implications de gens qui se sacrifient, qui ont conscience du bien commun, qui ont conscience qu'ils ont une mission à remplir
alors que c'est des petits gens, et puis ou des robots qui ne sont pas forcément programmés pour ça et tout. Donc ça, c'est intéressant, ça, c'est important. Et puis à côté de ça, tu as vraiment juste, oui, faire la galerie de portraits, c'est presque tu sais, un yearbook avec, au lieu d'avoir une petite citation sous le nom de la bestiole, tu vas avoir la nouvelle truc muche, machin, ça apporte rien, Ah, tu c'est vois. exactement ça, c'est le yearbook là. T'imagines, il y en a un qui a dessiné des moustaches sur Tarkin, tu sais. Et puis, tu as aussi le côté un peu crève-cœur de toutes ces chroniques d'une mort annoncée. À un moment donné, tu as ce mec qui travaille. Léna, Hein? le corps de Léna, ouais. Léna. Ça, Ah, c'est j'adore. Elle est géniale. J'adore cette... Elle est C'est géniale. tous ces gens qui croient se réfugier sur Alderaan, Mm. enfin Alderaan, parce que c'est vrai qu'on met le nom anglais même dans les versions françaises maintenant. Et Maintenant, toi, oui. tu sais que 2 jours plus tard, un jour plus tard, se croyant à l'abri vont se faire défoncer la gueule parce qu'il n'y aura plus la planète, quoi. Et c'est un crève-cœur. Tu te dis, mon Dieu, mais quelle horreur. Mm. Oh, On va l'autre qui revenir doit sur mettre- peut-être des nouvelles qui sont les plus saillantes. On va revenir après dessus. Ouais, J'ai ouais, enfin ouais. retrouvé ce que je voulais dire. C'est que ce livre, tu peux forcément y trouver quelque chose qui te plaît dedans. Mm. Il va forcément plaire à un fan de Star Wars, mais de manière complètement pas aléatoire, parce que de toute façon, vous savez très bien ce que vous aimez, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Mais néanmoins, c'est vrai tu y trouves de tout. C'est l'auberge espagnole, ce machin. C'est vraiment le buffet, est beaucoup plus substantiel qu'à la cantina, où finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à boire et à bouffer. Et donc, du coup, forcément, il y a quelque chose qui va te plaire parce que c'est le coup réussi. En tout cas, le projet est beau et je trouve que c'est bien qu'il le fasse et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochains parce que même si je sais très bien qu'il y a des choses qui vont m'agacer au plus haut point, il y a des choses qui sont extrêmement réussies. Donc, de toute façon, tu trouveras ton bonheur dans ce livre. Voilà, il faut juste piocher et accepter le fait que il y a des chapitres. Alors, comme c'est de toute façon indépendant, voilà, comme dans un recueil de poèmes, encore une fois, ou un recueil de nouvelles, il y en a qui sont effectivement plus saillantes, plus pertinentes pour toi, plus inoubliables pour diverses raisons. Et peut-être que quand tu reviens des années après, tu n'auras pas la même perception parce que ta vie aura changé ou ta psychologie aura changé ou je font que tu seras touché plus ou moins par telle chose. Là, c'est pareil finalement. Donc, je trouve que c'est de toute façon, c'est pour ça que je disais c'est dommage que ce ne soit pas traduit parce qu'effectivement, il y a forcément quelque chose qui va plaire à un fan. C'est obligé quand tu aimes Star Wars que tu aimes ces livres. Et c'est des petites déclarations d'amour. Alors après, c'est vrai que chacun a sa façon de voir Star Wars, comme on dit à chaque fois. Enfin, je pense que tous les podcasteurs se retrouvent là-dessus. Je sais que c'est un des gimmicks aussi récemment des Star Wars en direct, de dire ça, chacun son Star Wars. C'est exactement ce que fait ce bouquin, puisque c'est, oui, chacun son Star Wars, avec ses personnages, ses genres, ses thèmes et sa galerie de personnages, quoi. Oui, parce que c'est déjà chacun son Star Wars par rapport aux auteurs. Qu'ils aient choisi ou pas le thème ou le personnage auquel ils allaient devoir s'atteler, ça ne change rien puisqu'il y a une telle variété de styles et d'approches que oui, on trouve forcément son bonheur. Moi, je peux dire d'entrée de jeu que c'est un bouquin que j'ai eu énormément de plaisir à lire, à part une nouvelle que je n'ai pas pu finir. Même une nouvelle que je trouvais plus en deçà parce que je trouvais qu'elles amenaient rien de vraiment substantiel à l'histoire ou c'est un éclairage qui ne m'intéressait pas plus que ça. J'ai eu plaisir à les lire aussi. Juste, c'est vrai que passer de l'un à l'autre, ça demande quand même une gymnastique, une petite gymnastique intellectuelle, se réhabituer, etc. Et puis, comme tu l'as dit, alors cette nouvelle avec le robot souris, là, le droïde souris. Avec un titre excellent, je dois dire. Oui, le titre est vraiment très, très bon aussi. Of MSC, of Mice and Men, des souris et des hommes, très très bon. Bon là, clairement, il faut rentrer dans la syntaxe, c'est des login, logout, etc. C'est du langage droïde, voilà. Donc voilà. Avec des bribes de conversation de ce qu'il entend, il y a des choses qui ont zéro intérêt parce que c'est des Stormtroopers qui passent et puis qui racontent leur life, quoi. Comme un peu on avait eu d'ailleurs dans le 4 à un moment quand tu as Obi-Wan qui est en train de désactiver le rayon tracteur, là. Voilà, il y a une conversation derrière de gens qui sont du style, bon, alors toi, t'as bouffé quoi à la cantine hier? On n'en est pas très loin. Ouais, elle est trop bien et tout, machin. C'est ça, donc oui, effectivement.
la syntaxe de cette nouvelle, elle peut être vraiment rébarbative, faire qu'on n'arrive pas à rentrer dedans. Mais ce serait dommage. C'est très dommage, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je dis d'entrée de jeu, c'est-à-dire que c'est violent comme la mort, mais c'est logique, si tu veux, qu'un droïde s'exprime comme il s'exprime, que du coup, quand on parle d'une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, tu as mentionné le robot rouge, j'ai trouvé très bien. Bon, c'est pas écrit du point de vue du droïde, ça raconte, même si c'est son flow intérieur de cette troisième personne, mais c'est quand même, ça raconte ce qu'il pense. Je sais pas si un droïde pense comme ça, si tu veux. C'est pas logique qu'un droïde pense comme un humain, en fait. Ouais. Donc c'est plus pertinent d'avoir un robot souris avec ses bip bip et ses machins et ses bidules. Et c'est bien de l'avoir rendu parce qu'effectivement, tu devras avoir plus de langage étranger dans ce recueil de nouvelles. Tu devrais avoir plus de... Ah, c'est vrai ce que tu disais, c'est-à-dire que des fois, quand on lit les nouvelles, il y en a certaines, on aimerait rester plus longtemps. Tu as envie de savoir ce qui se passe et qu'est-ce qui devienne après. Et comme celui de Léna, tu vois, alors du coup, quand il a envoyé sa gamine et qu'il se dit super, elle va avoir une belle vie et tout, on sait qu'elle n'a pas eu une belle vie parce qu'elle est sur Alderaan, la pauvre. Sauf et t'as si... pas la réaction du père et tu sais pas après. Tu sais pas s'il aura l'info, mais tu dis peut-être que le trajet il va être tellement long entre Yavin 4 et Alderaan que quand la gamine va arriver, la planète sera plus là et elle sera sauvée quand même, tu vois. Ah, mais elle est drôlement forte cette nouvelle. C'était par Will Wheaton. Will Wheaton, excellent. Alors, il pourrait l'embaucher lui comme auteur Star Wars parce que ça faisait partie des tops. Elle est pas très très longue, hein. Elle fait 8 pages. Elle est super, mais elle est efficace. Elle est efficace comme tout. En plus, c'est vrai qu'avec toutes les questions de la paternité et de la maternité dont on a, c'était très, très typique Star Wars. Hein. Bon, là, voilà un des parents qui veulent effectivement donner un meilleur avenir à leur gamin en disant on va mettre sur une planète où elle sera en sécurité, tout ça, pas connaître la guerre. Le père s'est retrouvé finalement embringué dans la rébellion. Pas le choix, hein, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas, un peu finalement comme Jyn Erso et sa famille, ils sont devenus rebelles parce qu'à un moment, on leur a mis le couteau sous la gorge et puis voilà, la mère s'est fait tuer, donc le père a dit ok, je ne peux pas faire autre chose que de défendre ma famille à partir de là, quoi. Et c'est vrai que c'est cette fin poignante, quoi, qu'a laissé, donc c'est un message qu'il laisse à sa fille pour quand elle sera arrivée sur la planète, parce que lui, il ne sait pas si lui, il va continuer à vivre, etc. Donc c'est un peu son testament d'une certaine manière. C'est regarde ce que j'ai fait pour toi et te parler de ta mère et te parler de ce qui a une très belle preuve d'amour. Et oh là là, elle sera sur Alderaan, elle sera bien. Alors moi, je l'avais senti venir. À un moment donné, je me suis dit, oh putain, ils vont l'envoyer sur Alderaan, la môme. Oh my God. Ce qui est logique puisque c'est la planète de Leia, hein, en même temps. Déjà, c'est une planète à la base qui accueille beaucoup de réfugiés comme Naboo. Voilà, ils avaient probablement prévu de la mettre, tu vois, avec une bourse, un machin, un truc, dans un programme d'accueil des orphelins. Et c'est vrai qu'il y a quelques nouvelles qui sont... qui te prennent à la gorge hein, quand même. Hein. C'est vrai que... Celle-là, elle est dans le top. Tiens, justement, on n'a qu'à faire notre top, puis on peut revenir après sur les différents trucs. Tu veux commencer? Non, vas-y, commence. Moi, j'ai pas de liste. Je regarde au fur et à mesure. Alors, attends. Alors, moi, parmi celles que j'ai marquées, qui m'ont le plus marqué, il y avait donc celle de Christy Golden, donc The Bucket. Ouais. Ray Carson, The Red One, donc sur le robot rouge. Donc, The Bucket, c'est celui sur le Stormtrooper qui voit Leia, là, justement. C'est ça, hein, c'est celle-là. Donc, Will Wheaton, donc Lena. Madeleine Roux, Eclipse. Donc, ça, c'est sur les derniers jours d'Alderaan, du point de vue de... C'était bien, ça. Excellent. Elle est excellente aussi, cette autrice. Vraiment, c'était magnifique. Elle était très bien. Donc, j'ai quand même noté le Yann Dosher parce que j'étais contente de voir ce format-là. Mais voilà, Palpatine, tout ça. Mais au moins, je trouvais qu'il y avait un effort de genre et de diversité. J'étais contente de voir d'un coup qu'on avait un monologue shakespearien. Je trouve ça bien. Évidemment, la nouvelle de Neddy Okorafor de Baptiste. Alors, Cavan Scott, Time of Death, je suis contente, j'ai bien aimé le Cavan Scott, parce que quand j'ai vu qu'il était là-dedans, je me suis dit, comme je l'ai traduit, j'ai dit, oh là là, si c'est une que j'aime pas, comment je vais faire? Bon, je l'aurais dit quand même, mais là, je suis contente parce que j'ai adoré cette nouvelle-là, sur le plan de comment il l'a écrite et tout est passionnant. Vraiment, il y a un beau boulot. Vraiment bien amené. Ah ouais. J'ai bien aimé donc la dernière de Wills alors j'ai écrit très très mal mes notes, c'est pour ça que je me sac les noms, donc de Tom Engelberger. C'est ça, Engelberger, ouais.
Delilah S. Dawson, The Secret of Long Snoot, parce que je l'ai trouvé what the fuck, m'intéressait. C'est celui sur l'espion que t'aimais pas Ouais, trop. mais alors pareil, c'est un peu comme Lena, même s'il est moins. C'est-à-dire que lui aussi, il pensait faire pour le mieux, etc. Et il s'est fait planter. Il s'est fait planter, il a parié pour sa famille, il a voulu, et puis il s'est fait planter par l'Empire, il a tout perdu. Il est coincé sur C'est Tatooine. intéressant celle-là. Ouais, La c'est bien. Claudia Gray, Master and Apprentice, bien Ah sûr. oui. Celle sur Yoda, There is another. Ouais, There is Ah another. oui, oui. Elle était là pour le coup, un bijou de symbolisme. Et je pourrais dire, pour une fois, c'est pas un truc, c'est pas un personnage secondaire. Bon, même si on a de toute façon, c'est pareil, Obi-Wan, c'est pas un personnage secondaire et il est présent là-dedans. Donc, la question du certain point de vue, finalement, des fois, elle a été un peu détournée parce que d'avoir le point de vue d'Obi-Wan, est-ce que c'était justifiable? Parce que tu aurais pu aussi bien avoir des nouvelles, finalement, du point de vue de Leia, de Luke, de Han et de Chewbacca. Il aurait pu y avoir une nouvelle sur le point de vue de Chewbacca, d'ailleurs. À la Ou fin, qui se dit, de... et ma médaille, bordel, tu vois. Exactement. Alors, je suis même étonnée que personne l'ait écrite, celle-là. Tu vois, je suis très étonnée parce qu'on a la remise de médailles en chocolat qui est vue d'un certain point de vue. On aurait pu avoir Chewbacca qui est en train de grogner, machin, que ça. On l'a pas. Il y a des choix qui sont curieux des fois sur certains trucs. En tout cas, voilà, ça c'est ma shortlist. Hein. Donc, toi, tu avais quel. Alors, moi, j'avais pas tout à fait les mêmes. Certaines en commun, c'est sûr, mais pas toutes. J'ai beaucoup aimé Stories in the Sand, où on suit un Jawa pas comme les autres. Il adore qu'on lui raconte des histoires. Et en fait, lui, il est dans un sandcrawler avec toute sa tribu de Jawa. Mais son job à lui, c'est de récupérer des unités de mémoire, de les effacer pour pouvoir ensuite vendre le junk, tout ce qu'ils ont récupéré, la ferraille, à des fermiers, etc., sur Tatooine. Et lui, il aime bien écouter les histoires, regarder ce qu'il y a dans les banques de mémoire avant de les effacer. Et il va finir par tomber sur ce qu'il y avait dans R2D2, à savoir le message de la princesse Leia. Et on enchaîne justement sur l'histoire du robot rouge, où en fait R2D2 lui dit mais en fait il faut absolument que ces gens-là m'achètent parce que sinon la galaxie est foutue. J'ai une mission hyper importante, la galaxie est foutue. Et on te raconte que ce robot rouge, ce droïde rouge là qui pète une durite dans le film, lui, ça fait des années qu'il pourrit dans le sandcrawler des Jawa et qu'il espère qu'on va l'acheter en fait. Comme un enfant qui essaye d'être adopté. Hein, exactement. Et tu sais qu'il va péter une durite, machin, là. Et en fait, tu apprends que il s'est laissé convaincre par R2D2 et lui aussi, pour le bien commun, renonce à cet achat, donc cette adoption, hein, comme tu le disais, fait semblant d'avoir une durite qui pète pour que ce soit R2D2 qui poursuive sa mission. En plus, le robot rouge, tu avais le moment où il se réveille et qui est R2D2 qui est en train de lui tripatouiller dans les... R2D2, le voleur, le violeur. Mais il est très typique de lui-même. Hein. R2D2, c'est vraiment une pourriture. Quoi. Je sais si on l'aime bien, mais entre le fait qu'il doit probablement jurer comme un charretier et qu'il est quand même pas très... Enfin, c'est vraiment un filou, tu vois. C'est vraiment une association bizarre avec Luke quand il réfléchit parce que c'est vraiment un... c'est vraiment un gredin, quoi. Avec ces 3 PO qui a un manche à balai dans le fion. Ah ouais, mais l'autre, c'est un peu... T'as le ça et le surmoi. Et alors, effectivement, tu as l'autre qui était prêt à saboter le robot rouge pendant la nuit pour être sûr de se faire récupérer et de pouvoir accomplir sa mission. Alors, il est déduit à sa mission, c'est très bien, mais n'empêche qu'il était prêt à aller bousiller d'autres robots. Quoi. Il a vraiment zéro moralité. Ah bah, le bien commun surpasse tout le reste. Hein. Dans la cantina, j'ai pas vraiment passé un bon moment. Ça allait, mais bon, il n'y a rien qui m'a... J'ai adoré Born in the Storm de Daniel José Holder. Donc, je précise que je n'ai encore rien lu de ce monsieur. Où on a ce Stormtrooper qui est dans l'équipe à qui Obi-Wan fait le Jedi Mind Trick pour pas qu'il repère le droïde, en fait. Et c'est sous forme de... En fait, il écrit son rapport sur les événements qui se sont produits sur Tatooine et tout. Et en fait, il pète un câble.
Le mec, il a pété un câble. C'est le dernier rapport que vous recevrez de moi. Et en gros, il lâche son armure de Stormtrooper et il monte sur le dos d'un doubac parce qu'il en rêvait depuis toujours. En fait, il aurait voulu être dans une escouade montée, en fait, hein, dans la cavalerie, si on peut dire. Et il court dans le désert et se casse. Donc, tu sais pas comment ça va finir pour lui. Et le Dans la police montée, tu sais. mais c'est ça. Et le ton est irrévérencieux au possible. Dès le début, il balance et tout. Tu dis, c'est un rapport officiel, mais il va aller en cours martial, le mec, en fait. Non, il n'ira jamais en cours martial. Il est dans les sables de Tatooine. Peut-être que les Tusken vont l'adopter. Ah, c'est celui qui disait, parce que ça m'a pas. Mais je crois que j'avais noté quand même une chose, c'est celui qui dit sur Vador qu'il est vraiment pas doué pour gérer les gens. Oui, C'est pas un micromanagement. Vador, c'est pas un manager de gens. J'ai écrit à côté no shit Sherlock, tu sais. Vraiment, c'est clair. Non. Ouais, j'ai autant aimé le fond que la forme. Le ton était vraiment très, très drôle. Le mec, il en avait plus rien, plus rien à foutre. Il envoie un rapport, mais qui ni fait ni à faire. Et il se casse dans le désert sur son Daniel Holder qui est dans l'équipe du coup de la Haute République et qui avait fait avant donc Baroud d'honneur avec Solo, L3 par Sandy, et Lando, oui, tout à fait. Que j'ai pas encore lu du coup. Qu'est-ce que j'avais bien aimé aussi que tu n'as pas mentionné? Alors du coup, Of Mice and Men, moi je l'ai beaucoup aimé. Parce qu'on apprend que Tarkin, je suppose que nom de code Alpha One sur l'Étoile de la Mort, c'est Tarkin. Tarkin était gay. Le mal alpha. Le mal alpha, ouais, c'est ça. One. Il était gay, il avait flashé sur un Stormtrooper / réparateur qui se fait buter par Luke, qui lui pique son armure. Et en fait, ce Stormtrooper / réparateur, le robot souris, il était à lui. En fait. Et il se voyait déjà en haut de la fiche, tu vois, genre, oui, mais bon, t'inquiète, ça y est, j'ai un plan et tout. Alpha One, il me kiffe, on va aller sur Coruscant, on va avoir la belle vie et tout. Alors qu'on sait qu'ils vont tous crever, lui, le robot, Tarkin, machin. On devine que c'est Tarkin. C'est jamais dit texto, mais on devine que c'est lui. Oh bah oui, parce que c'était dans un autre aussi, ou est-ce que c'était que dans celui-là que ça avait été confirmé, mais c'est vrai que tu te rappelles quand on avait discuté et je t'avais dit, oh, mon avis, Tarkin, et t'étais pas sûre. Et effectivement, oui, il est gay, Tarkin. Ouais, donc ça, c'est confirmé. Si on part du principe que c'est lui, je vois pas qui ça peut être d'autre. Parce qu'il y a des mentions sur son accent hyper guindé, alors de Coruscant comprendre l'accent britannique en fait, hein, voilà, donc c'est. Et puis sinon, j'ai beaucoup aimé By Whatever Sun de Ike Johnston et Ashley Eckstein, où en fait c'est des gens qui sont dans la rébellion, dans tous ceux qui sont au garde-à-vous au moment de la remise des médailles en chocolat. Et j'ai beaucoup aimé la réflexion du personnage. C'est une femme, hein. Il me semble une soldate. Les deux sœurs là-dedans, oui. Elle voit sa sœur, non? Il y a sa sœur aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça, en fait. Cette nouvelle, c'est l'avant-dernière nouvelle. Après, on est sur les Wheels, qui est complètement méta, complètement... What the fuck, voilà. Et oui, clairement, sur cet épisode, on le mentionne peut-être probablement un peu tard, mais il est difficile de ne pas faire de spoil ou de choses comme ça, parce que tu es sur des nouvelles, donc de toute façon, c'est vrai qu'on a déjà spoilé quelques nouvelles d'ailleurs. Toutes nos excuses si c'est un problème pour vous. Mais c'est difficile de parler d'une nouvelle, c'est toujours des choses extrêmement tendues comme des strings. Hein, donc, si la fin est réussie, le principe d'une nouvelle, c'est que tout tend vers la fin et c'est vraiment ça qui compte. C'est là où tu vas. Le format est tellement court que c'est pas du tout le même exercice que. Du coup, c'est pas du tout la même lecture non plus qu'un roman ou même un script ou voilà, ça n'a rien à voir quoi. Parce qu'en fait, il faut que tu t'attaches au personnage tout de suite. Alors l'avantage, c'est que on nous les replace dans la chronologie très vite. Bien souvent, quand même, tu devines l'issue de l'histoire, parce que qu'elle te soit montrée ou pas, parce que tu sais très bien où sera Pierre-Paul Jacques au moment où ça va partir en couille et tu te dis, bon, ok, ils vont crever. Toutes les squads, à la fin, tu sais qu'il n'y a que Luke et Wedge Antilles qui s'en sont sortis. Tous les autres X-Wing, ils sont dézingués de toute manière. Ce qui n'empêche pas, moi, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le briefing, les espèces de jalousie, parce qu'il y avait plus de pilotes qu'il y avait de X-Wing.
Et qu'est-ce que c'est que ce délire? On confie un X-Wing à ce petit merdeux Luke Skywalker qui vient d'arriver. Mais ok, il a ramené le robot et la princesse, mais pour attaquer l'étoile de la mort, on ne sait même pas s'il sait piloter ce gosse. Donc c'est bien de voir aussi le point de vue des pilotes qui sont restés à la base, comme des cons, parce qu'il fallait que Luke Skywalker, tu vois, brille. Ouais. Et tu peux comprendre le ressentiment vis-à-vis d'eux. En fait, il y a plein de gens qui ne considèrent pas Luke Skywalker comme le bon gars devant lequel on doit tous être en admiration. Tu as les aliens qui croient que c'est les héros. Ouais, ils n'ont pas eu le scénario. Ils n'ont pas eu le scénario. Ils n'ont pas vu le film. Il y en a clairement, ils n'ont pas vu le film, hein, parce qu'effectivement, d'abord, ils verront pas la fin, et puis en plus, ils n'ont pas compris les personnages. Tu vois, par exemple, Luke en princesse. C'est un peu ça. Et ça, ça permet de remettre les choses en perspective. C'est exactement le but du jeu d'un bouquin comme celui-là, en fait. C'est-à-dire qu'on passe tellement de temps sur la poignée de personnages qu'on connaît, dont on suit les arcs narratifs, etc., que les voir à travers le regard d'autres personnages qui évoluent dans la même galaxie dégueulasse en temps de guerre, tu remets les choses à leur place. Des fois, tu dis, ah là là, la princesse Leia, ça y est, je suis un rebelle converti. Et puis sinon, c'est qui ce merdeux aux cheveux blonds, là? Mais tu vois, il y a un côté un peu biaisé quand même dans le truc, dans le sens où finalement, on a plusieurs Stormtroopers qui, du coup, vacillent dans leurs convictions. Donc, tu vois, est-ce que ça n'aurait pas été mieux justement qu'on voit plus les rebelles comme des terroristes, comme on a pu voir dans d'autres romans, comme par exemple dans récemment l'Escouade Inferno. ou alors même, tu vois, d'une certaine manière dans l'Étoile perdue, où ça restait mentionné aussi. Donc là, Oui. peut-être là aussi, il y a quelque chose qui aurait... un traître rebelle dans la base de Yavin. Ça aussi, oui. Il pourrait y avoir ça aussi. Ça aurait pu être intéressant. Ça peut être intéressant. Est-ce que ce sera fait après? Tu sais pas. Ah, peut-être. Pendant l'Empire contre-attaque. C'est au moment où l'Empire contre-attaque, c'est le moment de changer Kazakh. Hein, ouais, c'est clair. Hein, même si je te dirais, au moment où ils envoient 15 X-Wing exploser l'étoile de la mort, c'était le moment ou jamais de massacrer tout le monde sur la base, en fait. Dans l'absolu, s'il y avait eu un espion. Mais ils n'ont pas osé aller dans cette direction-là. Donc peut-être qu'ils le feront pour l'épisode 5. Ce serait intéressant de voir comment l'évacuation de la base de Hoth. Typiquement, moi, c'est un truc... j'ai hâte de lire les nouvelles. Si tu as un point de vue de Tonton, alors je te raconte. Ce serait génial. Ou du Wampa. Celui qui se fait couper en deux. Allez. Qui est là que tu sais, en projection astrale. C'est ça ma vie, sérieux. Je précise aujourd'hui qu'encore une fois, je reprécise, ni l'une ni l'autre n'avons encore ouvert le volume. Non, je ne connais même pas le sommaire, rien du tout. Non, toi non plus. Donc, avoir le point de vue de la grosse limace dans l'espace qui les mange. Genre, oh merde! À Mon déjeuner! Ou le Wampa qui fait, mais merde, il me fait chier lui, je ne l'ai pas assez compris. Le Wampa. Ah ouais, le Wampa, carrément. Ah, ce serait bien d'avoir le point de vue du Wampa. J'aimerais bien, moi. Ce serait logique d'avoir le point de vue Wampa, clairement. Ou d'un des ptérodactyles sur Dagobah, tu sais, ou les serpents dans la grotte de Dagobah, tu sais. Ce serait carrément bien. Ouais. Ça se trouve, ils sont sensibles à la force de vivre dans un étui. Une créature dans un marais, tu peux carrément avoir qui se dit qu'on a marre quand on dérange son marais. D'ailleurs, justement, c'est mentionné dans la nouvelle sur Yoda là, que les créatures, elles en ont marre qu'on dérange leur marais, quoi. Ils ne sont pas habitués à avoir tout ce pataquès. Et c'était intéressant d'ailleurs, la nouvelle consacrée à Yoda, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait qu'on en apprend plus sur l'écosystème de Dagobah. Tu crois que c'est un marais, voilà. Et finalement, tu apprends qu'il y a 2 saisons à Dagobah et il est obligé de migrer, tu vois, sa résidence d'été et sa résidence d'hiver. Il est obligé de machin. Éviter les drones de repérage, de surveillance qui sont régulièrement envoyés, voilà. Oui, parce qu'ils continuent à essayer de le chercher, continuent à chercher Obi-Wan, et bon, bah là, Obi-Wan, ça va être plié, mais je veux dire, continuent à chercher effectivement les derniers restes Jedi, ouais. Donc, comme quoi, Palpatine, il lâche pas l'affaire, hein, il est peut-être pas très sécure dans sa... Non, puis il y a aussi le fait que Yoda, il aurait aimé entraîner Leia, et pas Luke. C'est ça qui est chouette, oui. C'est-à-dire que depuis le début, il misait tout sur les filles, lui, hein, parce qu'il avait vu Padmé et Anakin avant. Et là, moi, je veux pas les garçons.
J'en veux pas. Et quand il dit, voilà, je suis prêt à m'occuper de Leia, vous me l'amenez quand vous voulez, la fille, moi je la forme, machin. Et c'est vrai que c'était bien d'avoir la communication du coup entre Yoda et ouais, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette nouvelle, c'était, comme je disais avant, c'était l'utilisation de la symbolique à travers les objets. Et Dieu sait si on a parlé d'utilisation merdique des objets dans l'ascension de Skywalker, le tacle a été passé, ça y est, c'est bon, passons à autre chose. Méditons avec Yoda. Et donc là, c'était hyper bien fait. Parce que donc Yoda, il a 2 objets qu'il a gardés de ses copains. Hein, donc il a sa cape doudou, il a le doudou Qui-Gon, il dort avec le vêtement de Qui-Gon. Cette fameuse couverture marron que tu vois juste avant. Robe de bure à la con, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, il a un pot qui a été fait par Obi-Wan. Donc, il a gardé des objets avec un attachement. Quelqu'un m'a fait penser aussi, tu sais, à la technique tibétaine, là, quand tu recherches un Dalai Lama, tu sais, tu lui donnes les objets, parce qu'il reste de l'âme, finalement, de la personne dans les objets. Pour des Jedi qui s'attachent à rien, je trouve que ce côté de l'habitation de l'objet et de la permanence, tu vois, j'ai trouvé ça très fort, touchant. Et c'est bien utilisé parce que les objets, ils finissent fracassés, ils finissent à abîmer aussi. Et donc, c'était joli de voir ça parce que le pot disparaît au moment où tu as Obi-Wan qui disparaît en fait. Où la cape se fait à moitié cramer. Et bon, Qui-Gon, la dernière fois que tu l'as vu, il était sur son bûcher, quoi. Et c'était vraiment joli la manière dont c'était fait et le dialogue avec Obi-Wan, le fait qu'il ait plus envie de. Et il y a une chose par contre que j'ai notée. Une nouvelle, il est avec sa canne, en expliquant qu'à l'origine, la canne, pour lui, c'était un gimmick. C'est-à-dire d'arriver un peu comme Wonka dans Charlie et la chocolaterie, tu sais, au début, tout faiblard, machin, et puis tada! Je fais des pirouettes, cacahuètes. Il fait des blagues à ses étudiants. C'était uniquement un gimmick. Bon, en vieillissant et avec les soucis psychologiques qu'il peut avoir après, le PTSD et voilà, tout le poids du monde qui lui est tombé sur les épaules. Bon, c'est plus un gimmick, il en a vraiment besoin. Il n'a pas de regret particulier du sabre laser, en fait. Et c'est pas lui qui a armé Luke d'un sabre laser. Et encore une fois, quand il voit Luke, je me suis dit, mais un guerrier, c'est pas sa taille, c'est pas son. Presque, j'ai envie de dire, il aurait pu lui dire, mais un guerrier, c'est pas un sabre laser, ou un Jedi, c'est pas un sabre laser. Bon, je cours pas après les Jedi, évidemment, mais j'ai bien aimé entre maître et apprenti, cette nouvelle-là de Yoda et la nouvelle où Obi-Wan donne sa vie. Voilà, exactement. Il y a un fil rouge parce qu'il y a des échanges dans la force entre les maîtres et tu vois le cheminement psychologique d'Obi-Wan qui sait qu'il va vers sa fin. Il a déjà presque un pied dans la tombe où il a déjà presque il s'est désincarné en fait. Il est prêt à sacrifier sa vie au moment où il rencontre Dark Vador. Et j'ai bien aimé la façon dont c'était rédigé, le duel vu par Obi-Wan, parce que il y a une forme de confusion dans le temps, dans les actions. Enfin, elle est superbe cette nouvelle. Elle est vraiment bien cette nouvelle. Tu sens il est là sans être là en fait. C'est très très curieux. Elle est bien sur un aspect, c'est parfaitement bien écrit. Elle est chouette aussi parce que pour le coup, en plus, tu vois que Kevin Scott devait bien aimer les derniers Jedi parce que tu vois même Luke du dernier Jedi dedans. Oui, je m'en souviens, ouais. Et ça, alors, j'étais aux anges quand j'ai vu ça. Et t'avais même ce qu'on pensait pendant un moment, ce qui nous avait plus ou moins teasé sur l'épisode 9, c'est-à-dire ce switch que tu as sur le plan temporel et spatial, sur différents épisodes. Tu vois, il y avait un moment, la rumeur était vraiment très grosse là-dessus. Et c'est vrai que quand tu voyais la couverture qui avait fuité très tôt du Art of the Rise of Skywalker, où tu avais ce passage à travers le miroir, etc., finalement, il y est là dans cette nouvelle-là, c'est présent là. C'est-à-dire ces épisodes différents de la vie d'Obi-Wan qui se mélangent parce que c'est le moment de sa mort et en fait, il est déjà plus là. Et donc, il est déjà dans un autre espace temporel qui fait qu'il peut se voir avant, quand il était jeune, quand il était en plein épisode avec Luke, que tu pourrais presque avoir peut-être dans la série Kenobi qui vont nous pondre, ou j'en sais rien. Apparemment, ils partent pas là-dessus, mais bon, ça sert à rien. Et puis, sur ce qui va se passer après.
Et c'était beau parce qu'effectivement, il est sorti de la dimension, il est retourné à la force. Donc finalement, la force, elle n'est pas censée avoir un temps. Enfin, elle Ouais, est éternelle. Donc, elle est elle infinie, elle à est... Ouais, n'importe quel moment. toutes les barrières Et tombent, en fait. c'est vraiment joli. Et avec cet effet de refrain sur la douleur du moment présent où il est mort, mais en même temps, le moment où il se détache. Il n'y a plus de souffrance et d'apprendre à laisser passer, à let go, tu vois, à lâcher Ouais. prise. Et Ah, c'était très, très beau. On aurait dit une très, très beau. méditation bouddhiste, hein. Ah, Non, c'est on aurait sublime. dit une méditation. À un moment donné, je me dis, mais il fait Vipassana, il fait la pleine conscience ou quoi? Il y Et puis, avait de c'est ça. tellement ancré dans le dernier Jedi parce que tu as même ce que va dire Luke plus tard avec Yoda et la question de l'échec. Ouais. Puisque tu as Obi-Wan qui dit ah putain, j'ai merdé plein de fois. Plein de fois. Et c'est pas comme ça qu'on te l'a vendu avant. Et c'est pas comme ça qu'il était présenté ou comme ça que les gens ressentent. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, pour le coup, ça faisait une belle continuité. Et il y avait ce côté bouche-trou de ce livre qui sent obligé de raccrocher les wagons donc de l'ère Disney avec les choses d'avant et de ce qu'ils ont à proposer. Par exemple, le fait qu'on commence la première nouvelle, avant, ce qui arrive, ça n'existait pas. Nous, on commençait effectivement avec le Tantive au-dessus de Tatooine. Donc du coup, comme ils ont balancé Rogue One, il fallait bien raccrocher les wagons. Et donc, du coup, tu avais cette transition avec, tiens, on vous rappelle qu'il y avait Dark Vador, machin. Bon, tu as l'allusion à Scarif, tu as l'allusion à Orson Krennic et la guerre de Keket entre Krennic et Tarkin. Tarkin qui est mentionné. Enfin, donc, ils refont ça. Et donc là, pour le coup, ça raccrochait avec la post-logie. C'est probablement pour ça que mon cœur très sensible s'est particulièrement accroché à cette nouvelle. Mais pas seulement, puisqu'encore une fois, si j'avais mon top 3, finalement, j'aurais celle-là, parce qu'en plus, il y avait vraiment Le top 3, ça va être dur. Il Ah y avait ouais. vraiment cet effort, en plus d'écriture, que j'ai trouvé brillante, quoi. Et ça m'a fait plaisir que ce soit sur un auteur sur lequel j'ai travaillé, je vais te dire. Ah bah oui, oui, c'est toujours, toujours le C'est risque. mieux, tu te sens moins... J'étais en train de regarder le sommaire pour essayer de faire un top 3 ou même un top 5. Je confirme, c'est impossible. C'est Non, c'est dur. impossible. C'est dur, Un c'est top dur. 10. Ouais, mais pas moins. C'est pas possible. Ah, c'est déjà beau si on arrive à en trouver finalement, parce que des fois, on peut être un peu... Déjà, on savait qu'on n'allait pas avoir de cul, hein, donc... Oui, mais ça, c'est Star Wars, c'est normal. Ah, tu ne sais pas. On peut être sur... Il y a Lando, on aurait pu finalement. Il y a une nouvelle où il y a Lando qui est présent. Mais ils n'ont Oui, pas fait cet angle-là. Pour le non, coup, je vais non, non. utiliser le mot angle dans le Il truc. est sous l'angle du joueur et pas du Oui, il y a de tombeur. ça. C'est vrai que tu as plein de petits détails finalement avec lesquels tu te retrouves et tu ne sais pas forcément quoi faire, mais qui peuvent être marrants. Tu vois, par exemple, il y a le moment. Ah, si, parce qu'on n'a pas du tout, finalement, on n'a pas insisté sur la nouvelle. On en a parlé, on a dit qu'on l'aimait beaucoup. La destruction d'Alderaan et les derniers jours, du coup, Alors, c'était poignant aussi, hein, celle-là. C'était assez difficile, cette nouvelle, parce qu'en plus, c'est les parents martyrs de Leia. Il y a un moment, en plus, au début, où Tabrea est toute seule. Oui. Et tu te dis, ah, ça se trouve, Bale a survécu. Je me suis dit que c'est pas possible. Parce que, donc forcément, On l'aurait su. Ah oui, non, il Ben va oui. ressortir, Ben oui, bien sûr. forcément. Donc, mais il y a un fol espoir à un moment te prendre, Oui. te dire, ou alors quand il est arrivé. Et tu retrouves notre droïde là, qui s'occupait de Leia. Et qui se Terresco, Robco, machin, et qui est à fond en train de préparer le bal de printemps et tout, etc. Et t'as l'autre, elle est en train de se ronger les sangs parce que son mari est pas là, sa fille est pas là, elle a pas de nouvelles. Et punaise, alors là, pour le coup, j'en ai voulu à l'auteur. C'était magnifiquement écrit, c'était très beau, c'était très bien. Mais quelque part, je me disais, mais quelle sadique, Madeleine! Parce que, en plus, ses parents, ils ont dû, pendant 2 jours, vivre avec l'idée que leur fille était peut-être clamsée. Parce qu'ils te donnent ce temps-là. Et ils sont là, complètement affolés, à essayer de trouver des indices, où elle est, où qu'elle est, machin, ils cherchent et tout. Et à vivre dans l'angoisse absolue du truc. C'était affreux, affreux. Bon, il meurt avec, parce que comme le thème, c'est quand même un nouvel espoir, on retrouve quand même régulièrement la thématique de l'espoir dans les nouvelles. On va dire que si il y avait quand même quelque chose qui était maintenu sur un point commun, c'est pas dans le cas dans toutes les nouvelles, mais tu retrouves quand même beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'au moment de mourir, ils partent sur l'espoir que si elle était morte, on le saurait. Alors, c'est bon, crevons tranquillement. Ils meurent ensemble, hein, c'est un Ouais, au couple moins, ils sont parfait, tous les deux. dans les Ouais, bras ouais, l'un de ouais. l'autre.
Alors, par contre, il y avait un détail marrant, c'était que tu apprends la droïde qui était Léa, elle avait pipoté son CV en fait, truc son CV. Elle a mis des trucs qu'elle savait faire qu'elle sait pas faire. Alors notamment dans les langues, parce que soi-disant, alors elle parle. Alors moi je te dis, mais alors du coup, parce qu'on te donne deux langues, il y avait le Hut et je sais plus quelle langue. Bah si, le Chirihouk. Normalement, elle a dit qu'elle parlait le Hut et le Chirihouk. Et tu dis, bah alors attends, tout ce temps, elle comprend Chewbacca. Et alors, quand elle a été finalement capturée par Jabba, elle comprenait toutes les salasseries qu'il lui disait, en fait. Et au dernier moment, t'as un doute, parce que tu dis, mais en fait, elle a pipoté son résumé. Elle a Donc, trop mytho. voilà, elle parle rien, parce qu'elle avait tellement envie d'aller au Sénat. De toute façon, c'était in the pocket, puisque c'est la princesse de machin. Même si on l'a vu faire, Dans le voilà, roman, oui. dans le roman, bon. Apparemment, c'est une gueudin aussi parce qu'elle a raconté des conneries, tu vois. Ouais, je fais crochet plus 12, j'ai bac plus 25, tu fais des stars. On espérant que ça se verrait pas, tu sais, après l'embauche. Parle 12 langues, j'ai piloté des trucs, je répare moi-même ma moto. Enfin, bref. Ben non, On n'a pas parlé du docteur Afra, mais ça ne m'a pas particulièrement passionnée. Je m'en suis foutue, mais complètement du docteur Afra. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas lu les comics, en fait. Non, mais voilà, ça me parle pas plus que ça. Qu'elle est lesbienne et machin, et que c'est une archéologue et machin. Donc, sur le papier, elle a tout pour m'intéresser, cette gonzesse. Elle a tout. Mais en fait, pour l'instant, je m'en fous, quoi. Celui-là, il n'était pas particulièrement intéressant. C'est vrai qu'il y a des personnages, on a dit, donc qu'on connaît, puis d'autres qu'on ne connaît pas. Tu as mentionné les deux là qui sont à la remise de médaille. Alors peut-être qu'il y a déjà des trucs qui ont été faits sur elle, mais moi, ça ne me parle pas. Et tu en as d'autres aussi. Tu avais deux nanas aussi qui traficotaient avec Anne et qui essayent de lui voler le faucon, puis finalement, ça se fait pas. Enfin, elles arrivent trop tard. J'aurais bien aimé qu'ils disent un truc sur Grido, c'est que si je trouvais qu'il y avait une opportunité manquée, qui était ce Grido, certes, est un mâle, il est joué par une fille. Ce qui fait que quand tu as des plans qui sont faits de behind the scenes, tu vois que déjà tu le vois un peu mais il y a des talons. C'est-à-dire que tu vois les photos en pied, tu as le costume de Grido avec des chaussures à talons. Mais quel dommage de ne pas avoir fait une allusion au fait que peut-être c'était Ils auraient pu partir sur le fait que c'était un travesti, tu sais. Ou un hermaphrodite ou... Voilà. Non, parce qu'il est codé, j'ai vérifié. Parce que du coup, je me suis dit, ah, bah, c'est dommage, finalement. Parce que puis après, je me suis dit, est-ce qu'on sait que Grido était un garçon? Après tout, dans son espèce, ça se voit peut-être pas que c'est une fille. Et comme je savais qu'il y avait cette histoire des talons, je me dis, ça se trouve, il est marqué sur Wikipédia comme étant une femelle. Eh ben non, il est bien marqué comme étant mâle, mais il était joué par une assistante de George Lucas. Parce qu'il y avait besoin de refaire des scènes, des choses comme ça. Et donc, il lui a demandé, allez hop, tu mets le truc en fil de machin, on n'en parle plus. Pendant la cantina, moi, à un moment donné, j'ai blackout. Ouais. Elle se mélange toutes les histoires sur la cantina. Bien que c'était rigolo, l'histoire, pour le coup, avec les beats, c'est raconté du point de vue d'une beat, parce que vraiment, il y avait une fille dans le groupe, là. Et qui sur comment ils se sont retrouvés sur Tatooine, parce que l'autre il avait merdé avec Jabba et que en plus il a menti à toute son équipe en disant ouais Jabba c'est super, on va jouer au palais. Le qui dit attends, t'as vu la gueule du palais, c'est un trou rare. Tu comprends pas que le groupe continue à suivre leur leader parce qu'il les a foutus dans la merde systématiquement. On dirait Anne mais version beat, tu vois, avec un groupe de rock. Et finalement, eux, ils ne vivent que pour la musique. Alors, manifestement, la musique beat, c'est un goût qu'il faut acquérir. Hein. Ça prend du temps. C'est pour les connaisseurs. Hein. Et en fait, ils font tout pour la musique, tu vois, nos beats. Donc, oui, mais là aussi, alors pour le coup, c'est vrai que comme la nouvelle était du point de vue d'une beat, ça aurait été encore un peu plus parce qu'à un moment, tu as quelqu'un qui raconte, qui a son point de vue sur les beats et qui dit, non, mais eux, ils sont dans un monde complètement à part, quoi. Et finalement, j'ai trouvé ça pas assez Luna Lovegoodé, le truc des beats, parce qu'ils sont beaucoup trop le point de vue de la beat est trop rationnel. Cette beat est trop rationnelle, voilà, je le dis. Globalement, c'est satisfaisant. Il y a quelques trucs qui auraient pu être un peu plus poussés ou qui n'étaient pas assez farfelus, alors que c'était des personnages tellement farfelus que finalement, tu pouvais y aller à fond dans le gros délire, quoi, on va dire. Et qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop sages compte tenu des personnages.
Bah, ça rejoint ce que tu disais en intro de la vidéo, c'est-à-dire que on n'est pas assez aliéné quand on est dans la tête d'une autre espèce ou d'un droïde ou à quelques rares exceptions près. C'est pas assez foufou, c'est pas assez désorientant en fait. Et c'est dommage parce que finalement, alors, surtout la cantina, c'est la première galerie de tronches dans Star Wars. Quand il est sorti au cinéma, les gens ils devaient être là en train de se dire mais attends, mais trop d'informations. Voilà, ça rejoint ce qu'on disait sur le palais de Jabba dans le podcast dédié. Et comment tu peux avoir à cœur de parler quasiment de chacun des gens dans le background, là, machin, sans que ça soit du gros délire de A à Z, quoi. Et ça ne l'était pas. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'au bout d'un moment, à la cantina, j'étais en mode... Ben, c'est ça. je pourrais être dans un pub irlandais un soir de match, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire? Même pas, c'est mort en plus, il n'y a pas d'ambiance. Enfin, si, il y a les beats qui jouent, mais bon. Il y a quand même une bagarre, et puis il y a un assassinat qui se trame, la capture de Han, enfin, il y a plusieurs trucs comme ça. Ouais, Quoi, il se passe quand même des trucs, mais bizarrement, j'étais pas dedans, quoi. J'étais pas dedans. J'ai préféré passer du temps sur l'Étoile de la Mort, ou à la toute fin, toutes ces nouvelles qui se succèdent sur la base des rebelles et l'attaque de l'Étoile de la Mort. De toute façon, quand tu résumes au fait que le seul moment où tu as potentiellement du sexe, c'est à propos de Tarkin sur l'Étoile de la Mort, c'est peut-être pour ça que tu parles de. C'est pour ça que tu as eu plaisir à être sur l'Étoile de la Mort. Oh, pas nécessairement en plus, parce que moi j'aime bien être avec les méchants, donc puis voir un peu les rouages de la machine. Ouais, enfin là, nos méchants sont pas des méchants de compétition parce que la plupart sont des sous-fifres. T'as Moti, là, t'as tout le côté paperasserie, bureaucratie. Alors ça, j'ai bien aimé l'envers du décor, même si c'était un peu trop lourdingue sur le copier-coller des dialogues de l'épisode 4, où à un moment donné, ils sont donc réunions au sommet, là, dans l'Étoile de la Mort, quand Vador, il étrangle... Oui, bah non, c'est postérieur, parce que en fait, c'est le rapport qu'il envoie. Oui, c'est ça, le mec, il est prostéré, il est en train de faire sa lettre de plainte dans une... Oh, bah alors, je suis pas quand même... le méchant. Je n'ai pas manqué de respect au Sir Vador. Je respecte le mec qui parle politiquement correct. Tu te dis non, il y a du politiquement correct dans l'Empire. Il y a quand même un côté. Il a peur de retomber parce que comme le statut de Vador dans la hiérarchie militaire est vraiment pas clair, c'est le problème que pose Kylo dans le Premier Ordre aussi, hein, savoir jusqu'où tu peux aller. Comme le mec est mort. Mais c'est vrai que lire son truc où il essaie de se dédouaner tout en mettant des tacles et en disant mais ça c'était je respecte les convictions religieuses de Monsieur Vador. Oui, ça c'était bon ça. Je ne juge pas ses convictions religieuses, hein, comme n'importe quelle confession qui existe dans la galaxie. Je ne me prononce alors que bon, il a quand même agressé sur ses convictions religieuses. Hein. Mais ce n'était pas sa place dans un meeting militaire de parler de ses propres convictions et de vouloir nous obliger à adhérer. Voilà, prosélytisme. Et puis en plus, le fait qu'il puisse manifester un doute vis-à-vis de l'Empire et de leur nouvelle arme de destruction. Leur nouvelle arme secrète, tu vois, douter de l'Étoile de la Mort, c'est douter de l'Empereur et de toute la procédure et de tout le projet. C'est s'en prendre à la Navy, tu vois. Navy, ouais, il était marrant. Bah, surtout qu'il a une belle tête de faux cul, l'acteur, j'ai rien contre lui, hein, mais il a une belle tête de faux cul. Il t'énerve tellement que quand il se fait démonter, t'es là, vas-y, étrangle-le, ce connard, il sort par les trous de nez, tu vois. Donc, bon. Mais ça correspond bien au personnage, du coup. On peut peut-être conclure finalement sur la Dianoga, dont on a un peu parlé. Notre Dianoga. Moi, je dirais que pour autant qu'on en a plein qu'on a bien aimé, pour moi, ça reste le coup de cœur parce que c'était un coup de cœur complètement inattendu. C'est improbable, cette nouvelle. Improbable et jolie et poétique. Parce que là, tu parles d'aliénation. Bon, alors bien que, évidemment, c'est écrit de manière... Enfin, on comprend ce qu'elle raconte et c'est pas... Néanmoins, c'est vraiment vu du point de vue d'un non-humain dans le sens où les sensations, enfin tout est fondé sur ses sensations, sur la manière dont elle perçoit. Elle était là contente dans son marais sur sa planète et d'un jour au lendemain, elle a été... Alors en plus, bon, tu as précisé que c'était écrit par une autrice africaine, donc tu as tout le fond de traite des Noirs et de l'esclavagisme qui se pose là, parce que tout le moment où elle est arrachée à son élément primaire, sa nature sauvage, son machin,
machin, elle est arrachée de ça, balancée dans un vaisseau qui lui est complètement inconnu, avec un état de perte de repères, le malaise qu'elle peut avoir, les envies de vomir, les machins, les trucs, ça, là, pour le coup, tu as tout le côté triangle d'or qui te frappe, hein, parce Ah que oui, oui, oui. c'était complètement l'expérience que Oui, vivaient les t'imagines Égyptiens. la traite des Noirs quand Ouais, ils avaient la gerbe dans les cales ah, et c'était le froid, l'eau de la mer, le ça. roulis. Et effectivement, quand tu vois à travers son point de vue, tu sais pas ce que tu vois parce qu'elle regarde les choses, elle essaye de t'expliquer et toi, il faut que tu essayes de repenser. Alors, attends, elle est en train de décrire, mais qu'est-ce qu'elle voit au juste et où elle est et elle sait pas, elle n'a pas de notion du temps. Parce que, par exemple, à la fin, là, quand elle lâche Luc, dans son point de vue, il s'écoule des jours, des semaines et des mois. Et tu sais que c'est pas le cas. Parce que Oui, c'est cool. 6 heures ça grand va max. passer peut-être quelques heures après, un jour après, j'en sais rien, mais c'est rapide en fait. C'est entre le moment où il se quitte dans dans ce trash compactor là et le moment où l'étoile de la mort explose, c'est pas écoulé des mois. Mais de son point de vue, le temps est complètement Il est différent. dilaté, il lui échappe complètement en fait. Mais Et cette c'est. pause bête, on ne sait pas pourquoi sont allés la choper. C'est ça qui est aussi bizarre, c'est qu'ils sont allés la choper, elle ne sait pas non plus, tu n'auras pas d'explication. Et comment elle s'est retrouvée là, jetée dans les déchets c'était un moyen bio pour l'Empire parce que Bah, c'est visiblement, son hypothèse, c'est ce qu'elle se dit. Elle dit c'était peut-être juste pour me mettre là qu'ils m'ont enlevé de ma planète en fait. ah bah pour elle, c'est le destin, c'est-à-dire que c'est la force, parce qu'en fait, c'est une créature sensible à la force. Et la force Euh, cosmique notamment. Ouais, donc elle Ouais. s'appelle Omi et donc voilà, elle est sensible à la force et donc quand elle sait qu'elle a un destin, elle sait qu'elle a un rôle à jouer, finalement presque comme notre droïde rouge, mais elle pour le coup, elle est vraiment sensible à ça. Et elle a besoin d'un partenaire, parce que c'est comme les loups finalement, ça couple comme la vie, ça j'en sais rien. Et il y a toute la question du genre, parce qu'elle explique que pour elle, euh, les mâles choisissent d'être mâles. Enfin, pour elle, elle n'a pas trop l'habitude de fréquenter des mâles et c'est un choix apparemment qu'on fait. Je pense qu'elle se définit très clairement comme étant femelle. Mhm. Et donc, quand tu arrives dans son trash compact, elle sait déjà qu'il va se passer quelque chose et elle sait même que l'étoile de la mort va exploser. Elle est même tu te payes ces visions d'explosion et de destruction. Et toi, encore une fois, tu es très aliéné dans l'histoire, donc tu mets un moment avant de comprendre ce qui se passe, quoi. Et à la fin, ça a complètement sens. Donc, effectivement, mais elle le sait que c'est condamné à machin. Et quand finalement les trois se jettent là-dedans, bon, comme on l'a dit, bon, Leia a dit oula, on va éviter. Elle a un flash sur Luke, quoi. Et elle dit ça y est, ça y est, mon mec est arrivé. Peut-être que c'est pour ça que Luke est arrivé après. Parce qu'en fait, il était fait pour être avec la Dianoga, tu vois. Elle a dit ça y est, my mate is here, tu vois. Et là, c'est Alpha Omega, tu vois, c'est my mate. Et donc, en fait, elle essaye pas du tout de le bouffer. Déjà, pendant un premier temps, elle veut le toucher parce que voilà, je ne peux pas résister. Faut que je le vois, faut que je me. Et en fait, elle le baptise. Donc, tu as tout en plus cette représentation parce que c'est le baptiste. Tu penses à Saint Jean-Baptiste hein, pour avoir bac plus 12. Hein. Voilà. Donc, le côté, moi, je suis un maillon de la chaîne de la rédemption avec Luc Rédempteur au bout de la chaîne. Et elle est juste là pour. En fait, lui, il est encore avec son. Parce que c'est pas un padawan, hein, c'est pas pour les 2 heures qu'il a passé avec Obi-Wan, enfin, on va arrêter avec ça, hein, il n'a pas été formé comme un Jedi, encore une fois. Et en fait, c'est encore un poussin dans l'œuf quasiment. Et donc, son rôle, il consiste à le libérer des contraintes physiques pour s'éveiller au monde spirituel de la force. Et donc, en fait, elle le plonge pour enlever tout ce qui fait obstacle à ce qui soit un pur véhicule de la force. Et donc, pour elle, à partir du moment où elle l'a relâché, youpla, elle a accompli sa mission. Ouais. Et quand elle meurt, parce qu'elle meurt évidemment, spoiler, dans l'explosion d'étoiles de la mort, c'est je me demande quelle vie je vais avoir la prochaine fois. Parce qu'en plus, c'est à fond dans la réincarnation, machin, etc. C'était. Il est hallucinant. Cette nouvelle, elle est vraiment. L'écriture, le sujet, tout sort du lot en fait. Encore une fois, je ne sais pas si c'est lié aux racines de l'autrice, mais tout sort complètement du lot et te laisse genre
waouh, je m'attendais pas à m'intéresser au sort de cette saloperie qui est des trucs, Moche. machin, là, qui est moche, et elle est fascinante, cette Créature de créature. Et cauchemar, tu ouais. veux en savoir davantage. Tu te dis, merde, retourner sur les trucs des marais, voir cette espèce de... Et tu te dis, merde, mais en fait, il y a combien d'espèces sensibles à la force et qui communiquent pas de la même façon, hein, à travers la galaxie, dont on ignore tout, en fait, tout est possible. De même qu'on sait que, en tout cas, dans l'ancien univers étendu, il y avait des créatures non sensibles à la force, voire qui arrêtaient les champs enfin, la force, qui l'absorbaient ou qui la bloquaient, comme les Isalamiri, là, les gros lézards, là, les gros iguanes. Tu te dis, bon, ok, alors ça veut dire que moi, je rêverais qu'on ait un personnage central qui soit une espèce d'ethnozoologiste ou je sais pas quoi, un biologiste, exobiologiste. Ah non, mais on n'a que des experts en site. Kin Beaumont. Ah, mais ce serait tellement bien d'avoir genre le Newt, enfin le Norbert Dracono de, de, de la Haute République ou enfin, ça se trouve, il existe déjà, j'ai pas encore commencé la Haute République. Enfin, tu vois, ça, ce serait génial parce qu'après tout, on avait des Jedi soigneurs dont c'était le métier. Il y a eu des romans dessus. Pourquoi on n'aurait pas des Jedi zoologistes qui s'intéressent aux créatures sensibles à la force ou à leur contraire? Pourquoi juste s'intéresser aux objets, aux trucs manufacturés ou au Nexus ou... Je suis sûre que s'intéresser aux vivants par rapport à la force, ce serait vraiment top, quoi. Il y a un gros potentiel là-dessus. Alors, ce qu'on peut dire pour conclure aussi par rapport à ce premier essai, donc de certains points de vue, c'est qu'on apprécie aussi le fait qu'il y ait eu un effort, ça ne devrait pas être un effort d'ailleurs, et j'espère que ça ne l'a pas été, d'avoir 17 femmes impliquées dans l'écriture de ces différentes nouvelles. Alors, c'est presque la parité, puisque 40 nouvelles, et qu'il y en a certaines qui travaillent en tandem en plus sur une nouvelle. C'est le cas sur celle avec Ashley Eckstein et Oui, Kate la Johnson. dernière, By Whatever Sun, celle que j'aime bien. Ouais. Ouais. Ouais, Et donc, Kate Johnson. est-ce que la parité serait respectée complètement dans le prochain Suspense et qu'il y avait également des auteurs. Alors, il y a évidemment, il y a une nécessité d'être forcément anglophone pour produire ces nouvelles. Donc, bon, bah, ils peuvent en trouver un peu partout dans le monde, hein, des anglophones. Et il y a quand même, bon, il y a des Américains et des Anglais, mais il y a quand même aussi un léger effort de diversité avec des auteurs qui peuvent être de différentes ethnicités ou avec différentes mythologies. Hein. Il y en a un qui est d'origine chinoise, avec Kevin Liu. Il y a donc l'autrice africaine qu'on a mentionnée sur la Dianoga. Une autrice, donc Sabaa Tahir, qui est d'origine pakistanaise, même si américaine. Donc oui, et puis bon, évidemment, puis il y a les différentes cultures, même des auteurs anglais ou américains. Tu peux citer un fond irlandais, écossais ou machin. De toute façon, ça apporte de toute façon australien ou autre chose, ça apporte de toute façon d'autres mythologies ou d'autres cultures. De toute façon, ils ont intérêt à enrichir de ce côté-là pour que cette galaxie prenne vraiment son envol, d'avoir que chaque auteur, c'est l'occasion ou jamais dans ce format, d'avoir vraiment une galaxie très très lointaine avec un panel d'auteurs qui ont un profil différent, qui vont enrichir avec leur mythe, leur culture. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Bah, surtout ce format-là, je le remontre avant la fin. Surtout dans ce format-là, en plus, ah bah oui, bah, j'ai un passé dans Booktube, hein, ça se voit. L'avantage, c'est que ça va être peut-être moins clivant que dans le dernier Jedi, hein, quand on a des femmes asiatiques, des hommes blacks, beaucoup de femmes à des postes de pouvoir, de machin, où ça avait été vachement clivant. Là, déjà, bah, c'est beaucoup plus quand même c'est un bouquin, c'est pas obligé de marginal, savoir. voilà, c'est plus confidentiel, en fait, comme publication. Et s'ils le font pas là, ils le font jamais. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est l'avenir. Ils le font sur les séries de Disney+. Quand tu regardes au niveau du staff, des réalisateurs, réalisatrices, machin, hein, les acteurs, ils le font. Donc voilà, c'était un premier pas. Ouais, je pense que ça, c'est important qu'ils le fassent sur les scénarios, en fait. C'est-à-dire que ce que ça peut apporter en termes d'histoire, en termes d'écriture. Donc, ok, c'est très bien qu'il y ait des acteurs et qu'il y ait de la représentation, mais en fait, si ça continue à être écrit par les mêmes personnes, ça ne va pas progresser. Oui, par des WASP de 50 ans, ça ne va pas le faire. Ça peut pas.
Et il y a des WASP de 50 ans qui sont très bien. Je pense à Ryan Johnson, par exemple. T'as compris ça, Qu'on soit clair, je veux dire, c'est pas la question. Enfin, je suis pas pour absolument enlever faut pas les dégager du circuit. Toi, homme blanc, hétérosexuel, tu as le droit de parler. Je tiens à le dire Oui. tout de suite. Qu'on soit clair. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Je suis C'est pas ça. pour aller loin de là, mais en fait, surtout en tout cas sur ce type de format, ça montre que il est intéressant de temps en temps de proposer ça, encore plus effectivement sur des séries, sur des petits formats, parce que ben ouais, tu peux te rendre compte que ouais, ça marche et puis en fait, ça plaît à plein de gens et peut-être qu'après, ça peut amener à tester sur des choses beaucoup plus grandes, quoi. Oui, parce que finalement, tu as pas mal d'auteurs et d'autrices qui sont là, qui travaillent de façon quasiment pérenne. Enfin, en tout cas, qui sont des récidivistes avec des LF et qui travaillent avec eux régulièrement. Donc, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux talents. Pareil, quand ils mettent des gens pas très connus à la réal d'un épisode ou machin. Après tout, les grands réalisateurs, ils ont tous commencé comme ça. Je te vois, Ryan, avec Breaking Bad et tes 3 épisodes qui sont parmi les meilleurs. Donc, voilà, il faut bien... Ah bah, il y en a qu'il faudrait qu'ils embauchent, hein, très clairement. Alors, je ne sais pas si les personnes qu'on a mentionnées, on a bien aimé, vont être dans la suite. Bah, en fait, si, je suis en train de regarder rapidement. Tu peux regarder, tu l'as mis, moi, elle est dans la chambre. Je regarde rapido ce qui est au programme, hein, parce que c'est marqué dessus. Alors, on retrouve des noms qu'on connaît. Hein, il y a des noms qu'on ne connaît pas. Ah, c'est bien ça. Et qui fleurent bon, effectivement, une certaine diversité. Donc, je trouve ça plutôt bien. Il y a un nom, Marco Shiro. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on part peut-être sur du japonais. Voilà, donc c'est bien d'avoir ces choses-là. Et puis, je n'ai pas compté le nombre de filles et le nombre de garçons encore, mais en tout cas, ils ont une tête d'affiche qui peut être intéressante. Ouais. Ah, va falloir qu'on s'y mette. Bon, ce ne sera pas le prochain bouquin. Ce ne sera pas le prochain. On va faire une pause avec les recueils de nouvelles, puisque le prochain, ce sera Claudia Gray et son lien du sang. Voilà. Tu l'as déjà lu, il me semble. Oui, je l'ai lu. Bah forcément, je l'ai lu parce que je cherchais des traces de Ben Solo. Alors moi, je me suis contentée d'aller sur Tumblr et de prendre des digests avec toutes les citations. Donc maintenant, il va falloir que je le lise. J'ai plus d'excuses. Oui, parce qu'il y a des gens comme moi qui les lisaient, tu vois. Donc c'est pour ça qui sont allés au casse-pipe, c'est ça. Non, mais comme moi. Je serais déçue, mais il y aura des choses à dire et c'était intéressant. Et Claudia fait très bien Léa, comme on a pu. Donc on l'a vue jeune, donc là on la voit plus âgée. Donc ce sera l'occasion d'en parler. Puis c'est un Claudia Gray qui manquait à notre collecte, donc on va continuer à l'ajouter. Et oui, à un moment ou un autre, on va passer du côté de la Haute République. On sait qu'on ne colle pas à l'actualité brûlante de Star Wars, mais rassurez-vous, ça va forcément figurer au programme à un moment ou un autre. Donc sur ce, vous l'aurez compris, on l'a aimé. Malgré toutes les petites remarques qu'on a pu faire, c'est un bouquin qu'on a beaucoup aimé. Vivement qu'on lise la suite. Si vous lisez déjà l'anglais ou si vous cherchez un prétexte pour vous perfectionner, bah écoutez, foncez. Hein. Et puis dites-nous quels sont vos préférés si vous l'avez lu. Ah oui, voir si on en a en commun. Et puis sur ce, on vous dit à bientôt pour le book club. Donc lien du sang, vous pouvez le lire en même temps que nous. Et puis pour le reste du contenu. Ne vous inquiétez pas, vous avez 2 mois. Oui, au minimum, hein. Oh là là. On se retrouve entre-temps pour du matériel, vous inquiétez pas. Alors oui, on a plein de choses de prévues. On va se voir de toute façon. À très bientôt sur la chaîne. À très bientôt.